qu'entreprendre, c'est de l'audace. Et il y a la persévérance, parce que les résultats viennent progressivement. Ce n'est pas du gain. Il y en a qui sont pressés. Et quand ils sont pressés, tout de suite, quand on voit les tenues, quand on voit ce qu'ils font, on le sent. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'autodidactes, beaucoup de personnes, et c'est généralement les femmes. Elles sont passionnées par l'esthétique et elles sont déjà très avancées dans leur secteur d'activité, peut-être des chefs de banque ou peut-être des experts comptables, mais qui sont passionnés par le beau et qui un jour décident en fait de dire je laisse tout ça et je me lance. Comment est-ce que ces personnes-là pourront se déployer? Je demandais à mon patron pourquoi les Africains ne font pas de prêt-à-porter made in Afrique. En ce moment, il me disait, quand on parle de prêt-à-porter tout de suite, l'Africain pense aux produits chers. Et aujourd'hui, quand on parle d'un atelier de mode, comment est-ce qu'on peut définir un atelier de mode structuré? Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans un atelier de mode? On a été convoqué par le ministère du Commerce. Comment est-ce que tu l'as géré? Et si tu perdais une grosse commande de plusieurs millions par défaut de logistique? Et si un jour tu te retrouvais face à une démission collective de tes collaborateurs alors que tu viens de gagner un marché de 1 milliard? Et si, à cause de la mauvaise gestion de tes ressources financières, tu te retrouvais à perdre très lentement ton entreprise? Et c'est bien ce que je veux t'éviter en créant ce podcast. Bienvenue dans mon atelier, l'atelier de Michel, Réussit la mode de demain. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir une figure emblématique du secteur de la mode au Bénin et à l'international. Il n'est plus à présenter. Ses réalisations font parler de lui et également nous ont fait penser nous ont amené à nous faire une idée de sa personne. Mais aujourd'hui, nous allons le découvrir. Lolo Andoche, bonjour. Bonjour Michel. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce premier numéro du podcast de Michel. J'ai tellement voulu que vous soyez la première personne que je reçois. Vous êtes une figure emblématique qui m'inspire beaucoup au Bénin et même à l'international. J'apprécie votre manière de vous étendre. Aujourd'hui, quand on parle d'une marque de vêtements, la première personne à qui on pense, c'est Lolo Andoche, sans réfléchir. Et ça, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce podcast. Alors, je veux connaître beaucoup plus. Quand on parle de Lolo Andoche, c'est qui? Encore une fois, merci Michel. Et quand on parle de Lolo Andoche, on parle de Charlemagne Andoche Amoussou. Je suis le créateur de la marque Lolo Andoche, que j'ai créée dans les années 93. Donc, voilà un peu. Pourquoi avoir créé un atelier de mode? Parce qu'en 93, je ne suis pas sûre qu'il y avait beaucoup d'ateliers de mode répandus. Hein? Effectivement, c'est très vite allé, parce que quand je commençais par apprendre la couture, je demandais à mon patron pourquoi les Africains ne font pas de prêt-à-porter et qu'il n'y a pas de marque réelle de prêt-à-porter made in Afrique. Alors, en ce moment, il me disait, c'est parce qu'il n'y a pas de la clientèle pour. Parce que les Africains n'achètent pas de vêtements. Quand on parle de prêt-à-porter tout de suite, l'Africain pense aux produits chers, pense aux costumes. Et donc, mais je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu parce que moi, avant que je ne commence par apprendre la couture chez lui, je bricolais le dessin, les croquis. Je le faisais à ma manière.
Et j'amenais chez lui et il me le réalisait pour que je puisse avoir des pièces uniques. Ok. Et il arrivait à le coudre. Et donc, je me dis, s'il arrive à le coudre, ça veut dire que si j'apprends chez lui, je vais pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais ce que je faisais chez lui et que je portais, j'arrivais à le vendre à des amis. Ok. Alors, ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a un marché, tout à fait. Alors, donc, c'est comme ça a commencé tout doucement. Et quand j'ai commencé par apprendre chez lui, les premiers modèles que j'ai commencé par coudre, c'était pour vendre. C'était pour vendre à des amis. Tout de suite, hein? Oui, parce qu'il y avait eu l'année blanche en 89, donc j'ai commencé en 90, et déjà, vers fin 90, il y a beaucoup de mes collègues d'école qui sont entrés dans d'autres secteurs. Il y avait le port qui avait commencé par donner beaucoup d'argent en ce moment, il y avait les radios, les télévisions, beaucoup de choses qui se mettaient en place. Et donc, ceux-là qui gagnaient de l'argent, je leur vendais déjà des vêtements que je faisais. Et du coup, au départ, je n'ai pas forcément travaillé avec des apprentis. J'ai commencé par recruter plutôt des tailleurs qui connaissent déjà coudre de bout en bout quand j'ai commencé, pour ne pas perdre du temps. Parce que j'étais toujours apprenant chez lui quand j'ai créé la marque. Voilà, exactement. Un petit atelier à la maison. Ok. Et la production s'enchaînait en fait. Exactement. Donc en fait, c'est vraiment un mindset de businessman. Vous avez commencé avec un mindset de businessman. On peut le dire comme ça. Je veux dire. Assez pragmatique. Et aujourd'hui, quand on parle d'un atelier de mode, comment est-ce qu'on peut définir un atelier de mode structuré? Qu'est-ce qu'on devrait avoir dans un atelier de mode? Pour commencer, les choses importantes qu'on doit avoir dans un atelier. Alors là, on ira sur deux cas. On ira sur le cas de quelqu'un, une personne physique unique qui veut créer son atelier, tout simplement, et quelqu'un qui veut créer une unité de production, qui veut faire du prêt-à-porter à un niveau minimal. Je ne vais pas dire très élevé. Alors, quand je prends un créateur, un jeune qui vient de finir ou un jeune qui veut mettre son atelier en place, alors il faut, la toute première chose, c'est d'abord les idées. Et les idées, quand je parle d'idées, je parle de la créativité, je parle des recherches, je parle de tout ce qui... Recherche et développement. Recherche et développement. Et ensuite, qu'ils savent, la deuxième chose, c'est de savoir dessiner. Savoir dessiner, ou, mais si ce n'est pas dessiner, mais quand même savoir capter les bonnes choses. Et ensuite, parce qu'après ça, quand je parle de ça, je parle déjà d'une vision. Il faut forcément qu'il ait une vision. Qu'il sait où il va, où est-ce qu'il est en train d'aller. Alors, c'est à partir de ça que les deux cas dont j'ai parlé vont être mis en place. S'il veut faire que du sur-mesure, de haute couture, en sur-mesure, alors là, il n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Il a besoin de la machine à coudre. Il a besoin de sa table de coupe, qui doit avoir quand même une mesure donnée, parce que parfois, je vois des ateliers où ils ont des petites tables de coupe qui ne peuvent même pas détendre le tissu. Quelle est la mesure recommandée? La mesure recommandée, je crois, c'est du 3,50 sur 1,50. Minimum, la largeur 1,50. Ça permet de prendre toute la largeur d'un tissu de grande largeur pour que le tissu soit bien étalé. Et la machine à coudre, il n'est pas tout de suite obligé d'aller à la machine industrielle s'il ne sait pas l'utiliser. Mais je pense que de jour en jour, tout le monde va vers ça. Oui, effectivement. On va avoir une qualité impeccable. Alors, les autres outils dont nous connaissons, paire de ciseaux et autres, et idéalement qu'ils savent faire le patronage pour ne pas bousiller le tissu. Donc, la connaissance, donc le métier même, qu'il ait appris le métier et qu'il sait faire les patrons. Alors, s'il dispose de ces petits détails-là, d'abord, à mon avis, il peut commencer par se mettre en place. Ça, c'est le basique pour pouvoir commencer tout doucement. Et progressivement, les autres choses vont se mettre en place. Mais par contre, quelqu'un qui a une vision de créer une unité de production du prêt-à-porter, ça lui demande beaucoup plus de logistique.
Et là, il a pas mal de choses qu'il doit réunir. Est-ce que lorsqu'il veut créer une industrie pour le prêt-à-porter, est-ce qu'il est forcément obligé d'avoir tout de suite au début une vingtaine de machines, une chaîne de production déjà très bien définie, ou est-ce qu'il a la possibilité peut-être de commencer avec peut-être 7 machines ou bien 5 machines, d'avoir quelques postes clés pour, pour avoir un produit de bonne qualité et dans la suite, il va investir au fur et à mesure. Euh, Ça dépend de la capacité financière. Alors, mais on part sur la base de nos jeunes étudiants qui finissent aujourd'hui et qui veulent se lancer, parce que c'est aujourd'hui qu'on est en train de parler. Oui, Alors, il n'a pas besoin d'avoir euh, des dizaines, des de centaines de machines. machines avant de Mais il y commencer a le des machines prêt-à. clés Comme? qui sont obligatoires. Ah ouais. Je prends en premier lieu la machine, la sujetteuse, que beaucoup négligent en se disant je vais aller faire ça au dehors, je vais dehors, aller porter oui, ce filet au oui, dehors. oui, La machine de piquage, la machine de piquage habituelle, oui. la machine de boutonnière, s'il fait des boutonnières et de façon méticuleuse, parce que Méticuleuse. après c'est ça les finitions, c'est ça les derniers détails. Oui. Bon, la machine de pose bouton, c'est pas nécessaire parce qu'il peut poser les boutons Poser à la les main. boutons à la Il main. peut avoir des petites mains qui posent les boutons à la main ou lui-même peut poser les boutons à la main. Alors, donc, s'il a déjà, à mon avis, 4 machines, 4 machines. ça peut déjà spécifiques. commencer spécifique, ça peut commencer progressivement. Ok. Et à part ça, en dehors de ça, comme on vient de le dire, il a la table de coupe, il a tout ce qu'il faut. Et il a un espace bien éclairé et bien rangé. Surtout ça. Le rangement, ça reste un défi, hein, parce que parler de... Il y a le patronage, il y a, comment on appelle, les tissus, il y a les outils de la messerie et tout ça. Et si la personne se retrouve avec une pièce de, je crois, peut-être 2 sur 6 mètres carrés, comment est-ce qu'il va pouvoir Alors, se gérer? je crois qu'il va se référer à toi, hein, parce que dans tes bureaux, j'ai vu que c'est très bien organisé. Alors, c'est bien exploité. Il doit avoir bien exploité l'espace. Surtout utiliser les murs Les murs. pour mettre ses armoires sur les murs pour ne pas encombrer Le bas. le bas. Et donc, là, moi, pour les tissus, Les tissus. l'emplacement pour les fils Les et filets. autres, et les boutons et autres aussi dans des boîtes, Dans des boîtes. bien Et peut-être organisées. même les numérotés. Les des trucs comme numérotés. ça. Et puisque l'armoire, il doit pouvoir scinder ou par ordre alphabétique, afin de pouvoir retrouver facilement le tissu Facilement le des tissu. clients. Ok. Et les produits finis également, même à moi, peut-être le bas de l'armoire peut servir de ranger les produits finis pour la livraison des clients et autres. Alors, l'autre chose qui est... parfois, les gens encombrent le dessous de la table de coupe, C'est pas bien. ce qui n'est pas adapté parce que la finition commence par la propreté de l'espace. Il ne faudrait pas que le textile du client tombe et prend une tâche. Il ne faudrait pas quand il y a beaucoup de coupons sous les tables, les tables, parfois ça fait un mélange, ça fait un méli-mélo, ça fait plein de choses. Et déjà même, ça embrouille même celui qui travaille. Si l'espace n'est pas aéré, Aéré. et Le cerveau n'est pas aéré. n'est pas aéré. Et il va très vite faire Exactement. une mauvaise coupe. Par ailleurs, il peut ne pas jeter, d'ailleurs, il ne doit pas jeter les coupons dans la nature. Il doit faire quoi? Il Qu'est-ce que doit vous recommandez? pouvoir réunir les coupons, les serrer, les coupons du pain, à part les coupons de tissu de pantalon et autres, à part les coupons du canvas, à part dans des sacs ghanéens que nous achetons là, Oui. parce que ça lui sera utile. Est-ce que, si je suppose que j'ai cousu 1000 tenues, bon, ou 2000 tenues dans l'année, donc je vais garder le coupon de toute cette tenue-là que j'ai cousue. Alors, Quand les années vont s'en suivre, je ferai quoi de ça? alors
avec la protection de l'environnement aujourd'hui, il est conseillé d'utiliser ces petits coupons-là pour faire des recherches et faire d'autres choses avec. Par exemple, des patchwork sur Sur des sur des tenues. tenues et autres Ouais, pour l'utiliser. Et d'ailleurs, ces petits patchwork fait qu'on a des produits uniques. unique. Ça donne toute la beauté. La beauté Voilà, de la ça chose. singularise en fait. Exactement. C'est pour ça qu'il faut les garder quelque part là. Mhm. Et ensuite, les tout petits peuvent être donnés aux matelassiers, parce que les matelassiers l'utilisent Ok, enfin, pour en faire des fauteuils, c'est pour en ça. faire des fauteuils, et surtout Ok. ceux qui font les anciens matelas Oui, 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 oui. en coton et C'est autres, en- ils mettent dedans pour... Pour avoir un peu de volume, en fait. exactement. Là, ça fait un peu d'économie de matière brute à utiliser. En évitant qu'il n'y ait pas d'aiguille dedans. Ah oui! Ok, donc en D'accord. principe, pour mettre en place un atelier de mode, tu recommandes généralement que la personne ait des compétences techniques, Euh, tout au moins tout au dans moins. le patronage. Exactement. Mais si aujourd'hui on remarque qu'il y a beaucoup d'autodidactes, beaucoup de personnes, et c'est généralement les femmes, elles sont passionnées par le beau, par l'esthétique, et elles sont déjà très avancées dans leur secteur d'activité, peut-être des chefs de banque, des chefs d'agence, pardon, je veux dire, de banque, ou peut-être des experts comptables, mais qui sont passionnés par le beau et qui un jour décident en fait de dire, bah, je laisse tout ça et je me lance, mais j'ai pas le temps de dire, je vais repartir au cours, je vais repartir à l'école pour pouvoir apprendre le métier là. Comment est-ce que ces personnes-là pourront se déployer? Alors, ce que j'ai remarqué par expérience, ceux qui se sont jetés comme ça là-dessus, d'abord, ils recrutent des couturiers ou des tailleurs Mhm. à qui ils payent beaucoup de sous, beaucoup. C'est bien, parce que les tailleurs gagnent beaucoup d'argent, mais ne maîtrisent pas réellement les rudiments de la chose. Et donc, ils se font souvent roubler par les tailleurs qui exagèrent dans l'utilisation des matières premières. Mhm. Ils ne font pas d'économie dans la Économie dans la gestion gestion. de la matière première. Ouais. Il y a déjà ça. Et ensuite commence le défi de la gestion de ces personnes-là euh, qui savent que c'est eux la chose, que tu ne maîtrises pas. Donc, ils te font tourner en rond, ils manquent le boulot quand ils veulent, Ils volent, ils volent, ils disent que c'est pas possible alors que c'est c'est possible. possible. Et On tout. peut faire le patronage avec 2 mètres, mais il va te dire non, il faut forcément 5 mètres. Exactement. Et donc, la plupart, quand elles se lancent comme ça, généralement, elles commencent par comprendre et disent, je veux maintenant aller me former, faire même former. si c'est qu'en cours du soir Cours du ou soir. même si c'est en cours personnalisé à la maison, je veux avoir une idée, Avoir une ainsi de idée. suite. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Il faut qu'elles aient au moins une idée, parce qu'on dit, quand on est dans un business, il faut comprendre le business. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Si c'est tu ne comprends pas le business et que tu es dans le business, tu vas te faire arnaquer. C'est vrai. rouler, Je me rappelle en 2015, quand j'étais avec ma patronne d'alors, elle a une entreprise de communication, mais également une école de mode. Et c'est là que j'ai commencé ma toute première formation. Et après, je suis passée d'atelier en atelier. Je crois que j'étais avec Fil Création, après elle. Et s'en est suivi d'autres couturiers qui m'ont appris à comprendre le métier d'abord et surtout les coupes, les traçages et tout ça. Et je faisais moi-même les cours au début de ESAM. super. J'étais la patronne, oui, mais j'étais la commerciale, j'étais le comptable, j'étais le formateur. J'étais tout à la fois. Et parlons en fait de ce défi de personnel-là. Avec l'expérience, c'est plus de 25 années d'expérience avec la marque Lolo Andoche. Comment est-ce que tu arrives à le gérer? Surtout la masse de personnes que tu gères, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est de l'organisation. Et quand je dis de l'organisation, c'est d'abord organisé par département. Ok. Et donc, chaque département a un responsable. Et ces responsables sont sous, maintenant, d'abord un premier d'atelier et tout est coiffé par moi-même. Heureusement que j'ai fait le métier. Et donc,
Et il faut travailler avec toute cette pyramide afin de pouvoir avoir le résultat escompté. Parce que parler avec tout ce monde, ça ne va pas être évident. Alors, et donc, le premier atelier avec qui je travaille, on travaille beaucoup plus sur l'idée de base et comment dispatcher les tâches selon les types de tenues. Et donc, les types de tenues, c'est-à-dire l'équipe qui produit le pantalon. Ils sont à part. L'équipe qui produit la veste, c'est à part. L'équipe qui produit les chemises, c'est à part. L'équipe qui fait du prêt-à-porter, à part, se mesure à part. Ils ne sont pas mélangés. C'est de différentes équipes et qui sont gérées maintenant par des responsables d'équipe. Donc, c'est avec ceux-là que je parle le plus. C'est responsable d'équipe, en fait. Avec eux, je parle le plus par rapport au modèle, par rapport au look, par rapport au design, par rapport aux résultats attendus, par rapport à l'objectif. Et ceux-là sont garants de la présence ou de l'absence de leurs membres. Bien que derrière ça, il y a un responsable de ressources humaines qui structure tout ça. Et sinon, sans structurer, ce sont ces chefs d'équipe même qui organisent encore l'absence des autres avec eux pour qu'ils aillent leur faire un job à la maison. Ah, donc le responsable d'atelier qui est là s'organise avec des opérateurs techniques pour prendre un marché et aller exécuter. Comment est-ce que ce cas-là racontez-nous un des cas qui est arrivé. Comment est-ce que tu as pu le gérer? Alors déjà, ouais, comme eux-mêmes, ils sont des techniciens à part entière, ils ont leur petit job qu'ils prennent à la maison, qu'ils gèrent. C'est d'ailleurs pour éviter tout ça que moi, personnellement, nous ne travaillons pas les samedis. Je sais qu'ils ont de petits jobs qu'ils font chez eux. Donc, je leur laisse le week-end pour travailler chez eux. Et donc, nous travaillons rigoureusement comme dans une administration. Voilà. On travaille 8 heures par jour et les week-ends, ils sont libres. Donc, ils ont le temps de faire leurs petites activités en dehors de Mais parfois, quand ils en prennent un peu plus ou quand ils n'arrivent pas à livrer leur client personnel dans le délai, ils disparaissent ou ils s'organisent avec les membres pour déclarer qu'il est malade. Or, ce membre est en train de travailler pour eux à la maison. Et comment est-ce que, en fait, je veux savoir, quand cette personne-là revient, comment est-ce que tu traites le cas? Est-ce qu'il y a une formule donnée pour ça? Alors, ça dépend du contrat que nous avons avec l'ouvrier. Parce qu'il y en a avec qui nous avons des contrats de prestation. Mais il y en a qui ont des contrats de travail normal. Celui qui a un contrat de travail classique, s'il vient et qu'il n'y a pas de preuve de maladie, de preuve de tout ce qui va avancer, s'il n'y a pas de preuve, donc il y a les sanctions qui suivent, selon la loi. Selon le règlement intérieur de la boîte. Exactement. Maintenant, quand c'est des prestataires, soit il paie son contrat, parce que derrière, dans le contrat, il est dit qu'il doit atteindre un objectif donné par jour. Et quand il vient, quand on l'appelle pour travailler, si c'est pour faire 3-4 tenues par jour, il est sous ce contrat-là de 3-4 tenues par jour, parce qu'il vient travailler sur notre espace et sur nos machines, parce qu'il n'a pas les machines qu'il faut chez lui. Ce n'est pas évident aussi qu'on lui laisse le travail d'aller faire à la maison. Alors, mais c'est dit, pendant 10 jours, tu vas travailler pendant 10 jours. Ou si c'est pendant un mois, c'est dit que tu vas pendant un mois. Alors, quand tu n'es pas là, quand la personne n'est pas là, et qu'il enfreint au contrat, il est suspendu. OK. Et comment est-ce que dans l'entreprise, tu arrives à déterminer les objectifs pour chaque ouvrier? Alors, c'est d'abord au départ par expérience qu'on a pu identifier le nombre de vêtements qu'une personne peut sortir par jour. Alors, faisons un peu de publicité. Un ouvrier peut sortir combien de vêtements par jour? Alors, un ouvrier moyen peut sortir 4 tenues par jour. 4 tenues par jour. Là, je parle de chemises et pantalons. OK. Mais quand je rentre dans les robes, ça dépend du modèle de la robe. Quand c'est les robes basiques,
il est à 3 ou 4 robes par jour également. robes par Mais quand c'est des robes un peu plus travaillées, il est à 1 robe par jour. Et quand c'est des robes davantage travaillées, robes de soirée, c'est 1 robe tous les 2 jours, 3 jours. Et aujourd'hui, l'atelier Lolo Andoche a combien d'ouvriers qui travaillent pour lui? Alors, nous collaborons avec une centaine de personnes Waouh, c'est énorme. pour atteindre un peu ce que nous avons mis en place aujourd'hui. Et comme je l'ai dit au début, nous avons vite lancé le prêt-à-porter. Alors, quand on a lancé le prêt-à-porter, il s'est fait qu'on a eu des marchés de l'extérieur, du Congo, du Cameroun et autres. Donc, ça fait qu'on a besoin de main-d'œuvre de façon permanente. Donc, on a recruté. Et quand ces main-d'œuvre sont là, il faut les occuper quand il n'y a pas de marché. Et en les occupant, il faut créer des magasins pour absorber ces commandes, ces productions-là. Et derrière ça, il faut communiquer, il faut faire connaître, il faut faire savoir, il faut créer, il faut innover. Ouais. Faut- Et Lolo Andoche aujourd'hui produit combien de vêtements par mois? Alors, par mois, nous sommes à 2000 vêtements le mois. Waouh, Et c'est la moyenne. c'est la moyenne. Et on a la capacité d'aller au-delà, Au-delà, en fait. largement au-delà. Ça, c'est de façon classique, ça. Maintenant, quand il y a vraiment de la commande d'une certaine taille donnée, où il faut, et le délai Restreint. est restreint, oui, on donne plus. Plus. Et est-ce que, à part le système des showrooms dans la distribution, à part le système des showrooms, quel autre système vous avez mis en place pour absorber toutes ces productions-là mensuelles qui se font? Alors, nous travaillons pour d'autres marques. Nous produisons pour d'autres marques avec qui nous travaillons sur leur collection et tout, et on produit pour eux. Ok. Des marques béninoises, africaines? Il y a des marques béninoises, il y a des marques africaines, il y a des marques européennes avec qui nous travaillons, nous produisons pour eux. Donc ça nous permet de souffler aussi un peu. Aussi, un peu. Et également, il y a des distributeurs de la marque dans d'autres pays Ok. qui achètent et qui revendent dans leur pays, comme en Afrique centrale et autres. Donc, Quel est le contrat qui est fait avec ces personnes-là? Ce sont Alors, juste il y en a avec ils qui- redistribuent sous la marque Lolo Andoche. voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 types. Il y en a qui veulent jouir de la marque, de l'autorité de la marque. Avec ceux-là, on a un contrat en bonne et due forme d'exclusivité. Ok. Et donc, ils distribuent uniquement le Lolo Andoche avec tout ce qui Tout ce qui va avec, Tout ce tous qui les va avec. avantages en tout clients. cas, voilà. Voilà. Tout ce qui est vêtements, c'est que de Lolo Andoche. Il peut ajouter de la maroquinerie, importer tout ce qu'il veut après. Mais le vêtement, c'est de Lolo Andoche. Et là, on lui permet d'utiliser l'enseigne Oui. Lolo Andoche. Mais l'autre cas, ceux qui viennent acheter et qui vendent un peu dans d'autres produits, comme des clientes qui vendent un peu de pâtéo, de Lolo Andoche, de pépita, et ainsi de suite. Il y en a qui achètent directement et qui revendent Et qui revendent. dans leur pays. Ok, d'accord. Donc, en fait, il y a ceux qui sont exclusifs et il y a ceux qui sont, bon, on va dire généralistes. Exactement. Ok. Comment est-ce que tu arrives à mettre en place une stratégie de communication, une stratégie commerciale, mais également à conduire l'équipe technique pour l'atteinte des objectifs? Parce que je pense que ça fait 2 choses différentes. Conduire l'équipe technique et après conduire l'équipe administrative pour l'atteinte des résultats commerciaux, c'est 2 choses différentes. Comment ça Alors, marche? c'est là le gros défi. Parce que, comme je dis, il y a des métiers de la mode dont on n'a pas des gens qui sont formés pour en Afrique et particulièrement au Bénin, malheureusement. C'est rare de trouver quelqu'un qui a fait le marketing de mode. C'est très rare. Il faut vraiment chercher. Quelqu'un qui a fait le marketing de mode préfère même encore travailler en Europe que de revenir d'abord. Pour l'instant, hein, il reviendra en Afrique bientôt. Ils reviendront tous en Afrique bientôt parce que le marché se trouve ici. Alors, du coup, même quelqu'un qui a fait le marketing, tu es obligé de travailler avec lui, de lui expliquer la vision, de lui expliquer tout ce qui est derrière, de lui expliquer le langage. Et pour qu'il ait fait des recherches maintenant par rapport au langage qu'on utilise dans la mode.
Pourquoi on dit pièces et non vêtements, pourquoi on dit ceci. Il y a plein de petits détails sur lesquels il faut travailler. Du point de vue administratif également, quand je parle de la comptabilité, c'est de la comptabilité analytique pure qui se font dans qui se fait dans dans notre domaine. Parce qu'il y a trop de petits détails et également le temps de production. En réalité, le temps de production est analysé lors de l'échantillonnage. On chronomètre l'échantillon pour voir combien de temps d'opération directe. Le temps qu'il s'est levé et autres ne sont pas dedans, mais quand il appuie la machine, combien de temps il a fait. On arrive à identifier combien de temps il faut qu'il faut pour sortir une chemise. Alors, quand on analyse, on définit avec une marge de plus de 20% ou 10% pour calculer sur la journée le nombre de vêtements qu'il faut sortir. Et donc, tout ça, c'est la comptabilité qui reste derrière après pour être sûr que, afin de pouvoir supporter les charges fixes, on a atteint l'objectif de production et l'objectif, il faut que ce soit atteint par personne. Et quand on va dans les grandes industries, c'est par mètre carré et tout ça qu'il faut analyser. Alors, en dehors de ça, quand on va dans le volet marketing pur, c'est comme je dis, c'est déjà le terme que nous avons choisi pour la collection qui définit tout le reste. Avec le thème qui est défini et qui est partagé maintenant avec l'équipe marketing en réunion dans le comité de bureau d'études. Et seul le créateur peut savoir réellement ce qu'il veut dire par là, que lui a compris par ce thème, et ce qu'il souhaite avoir, et les autres qui sont du secteur, maintenant, arrivent à affiner et mettre en place ce qu'il veut qu'on retienne du modèle. Du modèle. OK, donc en fait, quand on parle de gestion technique et on parle de gestion administrative, c'est qu'il faudrait avoir des responsables par pôle, des responsables qui vont gérer à leur tour une équipe dans l'opérationnalisation. Exactement. Et c'est avec ces responsables-là, en fait, qu'il faut penser. Si c'est au niveau de l'atelier, c'est avec ce responsable-là qu'il faut penser de l'idée jusqu'à la confection directe. Et après, pour ceux qui sont dans l'administratif, selon le cas, si c'est marketing, communication, il est recommandé de former un bureau d'études pour pouvoir déployer la communication et la stratégie marketing de l'entreprise, pour faire un résumé. Okay. Quelle est la plus grande ou bien l'expérience qui a le plus secoué Lolo Andoche dans ses 25 années d'expérience? Une période creuse. Et après, on parlera d'une période à succès. Alors, une période creuse, c'est la période de Covid. Et je ne sais pas si c'est de la chance, mais même si la chance n'existe pas. Parce qu'on dit, c'est... en fond, on dit, c'est en marchant qu'on trouve par où tourner, c'est-à-dire qu'on trouve d'autres chemins. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? C'est vrai que c'est une période où la vente était totalement morte. Les quelques personnes qui viennent commander avec beaucoup d'hésitation. Parce que personne ne savait ce qui allait se passer. Elles fallait même s'habiller, parce que tout le monde attendait la mort. C'est vrai, c'est quand même une période assez terrible. Voilà. Même voyager, tu te caches de partout, parce que même quand tu te fais belle, on ne te reconnaît pas, parce que tu as le cache-nez et tout ça. Et donc, pour pouvoir continuer à travailler, comme ils ont commencé par dire, il faut mettre des cache-nez. Alors, on ne pouvait pas acheter de cache-nez tout le temps aux ouvriers. Et j'avais pensé tout de suite, on peut le faire en tissu, parce qu'on en a pensé. Donc, on a commencé à faire des cache-nez en tissu. Mais on s'est dit, comment nous allons continuer à quand même produire pour vivre? Parce que ne serait-ce que trouver de quoi manger. Trouver de quoi, oui. Et en le faisant, on a commencé par prospecter des entreprises pour leur proposer des cache-nez, pour dire, mais pour votre personnel, on vous propose ci, on vous propose ça. Et on a commencé à avoir quelques petites commandes. Et quand on a commencé à avoir ces petites commandes-là,
Et un jour, un ami m'a appelé d'un ministère pour dire, mais, écoute, est-ce que tu as des cache-nez? Parce que quand j'étais venu à l'atelier, j'ai vu tes gars, ils ont mis des cache-nez en tissu et tout et tout. Parce que dans le Conseil des ministres, on parlait un peu des cache-nez en textile et qui veulent donner l'autorisation d'en vendre. Heureusement que moi, j'avais une commande De cache-nez en d'une attente. structure qui voulait faire partager au marché. Et donc, c'était 1000 qu'on lui produisait. Alors, donc, quand on est dans cette production de 1000, il a dit, essaye de mettre quelques-uns dans ta boutique parce que quand ça va se lancer, il faut que tu commences par communiquer là-dessus que tu en as. Parce que moi, je te fais juste l'information pour que tu puisses Te mettre au pas. te mettre au pas. Et être aligné. Effectivement, le mercredi, dans le compte rendu, on a entendu, oui, les cache-nez en tissu sont permis et tout et tout. Sinon, bien avant, juste avant ça, quand on avait commencé à mettre quelques-uns en boutique, on avait été convoqué par le ministère du Commerce Wow. qui nous a dit, qui nous a autorisé à vendre À vendre les cache-nez. les cache-nez. Et heureusement, le lendemain soir, on a eu ce retour-là. Alors, donc, tout de suite, on a communiqué là-dessus qu'il y a des cache-nez en textile disponibles. Donc, il y a eu un boom et les activités ont repris tout doucement. Et c'est suite à cela que j'ai été contacté par Semen City pour l'échantillonnage, mes collègues et moi et tout. Donc, on a fait des échantillons pour Semen City. Et quand on a fait des échantillons, il y a eu des commandes de l'État qui nous a donné du souffle, vraiment du souffle. Et on a commencé à travailler là-dessus, on a produit pas mal, hein, des milliers de cache-nez qui nous a sauvés, qui nous a vraiment sauvés et qui nous a permis de continuer à vivre pendant ce moment-là. On va dire qui n'a pas épuisé les réserves de Lolo Andoche. Parce que j'estime quand même que pour ce nombre d'années d'expérience, vous avez su mettre en place également des réserves légales qui permettront à l'entreprise de durer dans le temps. Sauf que cette période-là secouait un peu trop. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention tout à l'heure, la convocation du ministère du Commerce. Comment est-ce que tu l'as gérée? Qui les a informés? Je ne sais pas qui les a informés. Bon, j'avoue, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la communication, on en parlait, que nous disposons de cache-nez et tout ça. Donc, on a eu la convocation, je suis allé me présenter. Et on m'a dit d'apporter l'échantillon qui vont voir de quoi il s'agit. Et tout. Je dis, ah non, est-ce que c'est interdit? J'ai dit, c'est interdit, oui, mais mon personnel, je vais les protéger. Et puis, c'est pour ça qu'on l'a fait. Et certains en ont besoin, ils m'en ont parlé. Ils disent, ah non, c'est interdit, est-ce que c'est testé, est-ce que c'est ceci, c'est cela. Donc, on discutait de ça. Et de revenir le lendemain. Donc, avant que je ne parte le lendemain, la décision est sortie. Et comment ça s'est fait? Ils m'ont appelé pour dire non, ne venez plus. Et on a eu la réponse de ce qu'on voulait. Ah, c'est super, c'est super. Et maintenant, quand aujourd'hui, avec ce défi de la pandémie, vous avez eu les cache-nez. Les cache-nez ont permis à l'entreprise de rester ou bien de tourner. S'il n'y avait pas les cache-nez? S'il n'y avait pas les cache-nez, je pense qu'on allait peut-être réduire le personnel au maximum. D'ailleurs, c'était déjà pensé qu'on allait réduire le personnel. On avait déjà réduit le personnel. Okay. Et donc, on travaillait à mi-temps par équipe. On dit une équipe travaille. Le matin. Aujourd'hui, c'est une autre qui vient demain. Okay. Et donc, on les a séparés pour qu'il n'y ait pas de monde dans les ateliers. Les gestes barrières. Voilà, les gestes barrières. Parce qu'il y a quelques petites commandes qui viennent. On doit toujours également alimenter un peu les boutiques, quoi qu'il en soit. Et j'avoue qu'avec l'arrivée des cache-nez, on ne commençait pas à s'habiller à nouveau. Donc, ça a tout de suite repris et tout ça. Exactement. Oh, ok, d'accord. Et quelle est la période la plus forte? Parce qu'on a parlé de la période creuse et période la plus forte. La période la plus forte, je dirais qu'il y en a eu deux.
La toute première, c'était dans les années 97, si je ne me trompe pas. Et quand LC2 et Golf FM faisaient leur premier anniversaire. Alors, comme j'habillais les animateurs et autres, ils m'ont proposé de faire un mini défilé sur l'événement. Je me rappelle, ils avaient invité Adama Daiko, c'était au stade de l'Amitié, il y avait vraiment du monde. Donc, ils m'ont donné 10 minutes pour faire un petit défilé. Et j'ai pris quelques tissus de Houdin. Je me permets de lui faire la pub, malheureusement, ou heureusement. J'ai pris quelques tissus de Houdin pour faire des chemises, des vêtements, pour faire le défilé. Alors, pourquoi j'ai fait la pub? Parce que ça a été retransmis en direct. Et juste après le défilé, le lendemain, Houdin m'a appelé. Je suis allé les voir, ils m'ont dit, mais on a vu un défilé, vous avez utilisé nos tissus pour faire le défilé, sans demander de sponsoring et tout. On a bien apprécié l'esprit et tout et tout. En retour, nous vous laissons notre espace boutique pour que vous exposez vos vêtements dedans. Et si les gens viennent acheter des tissus, on les envoie vers vous. Pour montrer ce qu'on peut faire avec nos tissus. Et puis, donc, ça a été comme ça. Et du coup, effectivement, j'ai eu pas mal de clients. Parce que, en ce moment, encore, on sortait d'une petite crise. Au départ, je travaillais beaucoup plus pour l'Afrique centrale, le Congo et autres. Et il y a eu la guerre là-bas. Et donc, les Congolais ne venaient plus. C'était les Camerounais qui ont continué à venir. Or, les Congolais payaient mieux que les Camerounais. J'avais un peu du mal à travailler avec les Camerounais selon le Parce qu'ils sont compliqués. Le prix, en termes de coût, dans le Je temps. retiens, les Camerounais ne payent pas beaucoup d'argent. La prochaine fois que je fais Pas tous pas les ça. Camerounais, les Camerounais payent. Ah, ok. Mais je retiens la leçon. les Camerounaises commerçantes, quand elles viennent des petits articles. Ok. De 5 000, de 3 000, à Squagbeto. Donc, c'est sur ça qu'ils sont habitués. Ok. Contrairement aux Congolais qui est habitué à amener des chemises Dior, Saint Laurent. Ils sont habitués au luxe. Au luxe, voilà. Et donc, dans cette période, j'ai commencé par travailler davantage le tissu africain. Sinon, avant, en fait, tu ne travaillais pas du tout le tissu africain. Je mettais des détails de tissu africain, comme on commence à le refaire encore maintenant. C'est ce que je faisais dans le temps. Parce que le 100% africain, les gens n'appréciaient pas. Ils disent non, c'est du pain, c'est de l'univers, si ça au marché, je peux le faire facilement. Et j'avoue que c'était Pathéo qui m'avait le plus inspiré. Et quand j'ai commencé avec le tissu africain. Et donc, comment appelle-t-on et quand j'ai commencé par tout de suite avec les Congolais, par contre, eux, ils voulaient des chemises classiques. Chemises pour cravate et autres. Donc, c'est sur ça qu'eux commandaient le plus. Mais quand j'ai commencé à développer davantage le tissu africain sur le truc, c'était ce modèle tout de suite que je faisais, qui était multicolore, bicolore et tout, devant en paille. Voilà, c'était ce modèle-là que j'ai commencé par reprendre et en mettant plutôt le pagne en avant. Et donc, ça a pris. Et il y avait d'ailleurs une collection que j'avais lancée dans le temps, qu'on avait dénommée Balongo, qui a été très portée sur LC2 et beaucoup l'ont portée. Et tous les jeunes, je crois que beaucoup de jeunes universitaires disaient j'économisais, c'était à 10 000 francs la chemise, j'économisais pour avoir au moins ma chemise Balongo de Lolo, au moins si je l'ai. Donc voilà, donc ça a commencé par prendre par là, sur le côté média. Donc avec cette opportunité de Houdin, ça a monté, la notoriété de la marque a augmenté. Voilà. Mais avec le temps, ces stratégies, derrière ça, il y avait la radio, la télé, et il n'y avait pas autre chose. Si tu n'écoutes pas la télé, c'est que si tu ne regardes pas la télé, tu écoutes la radio. Ça s'arrête là. Ou quelques affiches, mais des banderoles avec écriture à la main, en sérigraphie directe.
On était peut-être partie des tout premiers qui mettaient des banderoles à l'étoile rouge et autres. On avait un artiste que j'ai découvert comme ça, parce que j'ai vu, il a dessiné Aulus Mabélé sur l'affiche qu'il avait affichée. Donc, je lui ai demandé, il a commencé par me dessiner quelques trucs. Quand je lui donne des photos, il arrivait à redessiner un peu. Donc, c'était ces affiches-là qu'on mettait en ville pour communiquer. Alors, progressivement, comme d'autres outils de com ont commencé par venir, et on a commencé par régresser un peu dans le temps. Et tout de suite, il y avait les panneaux. Et la toute première panneau que j'ai faite, c'était avec AGP que je l'avais fait. En ce moment, c'était les 12 mètres carrés. Ou les 9 mètres carrés ou les 12 mètres carrés, je ne me rappelle plus. On avait mis quelques-uns et il y avait la naissance de Bénin Couleur. Donc, j'étais parmi les tout premiers qui avaient communiqué avec Bénin Couleur parce qu'ils travaillaient sur un projet avec eux pour Rothmans. Et donc, ils m'ont parlé du magazine et tout. Et donc, j'avais souscrit dans le magazine. Et quand même, ça a quand même donné un petit retour. Derrière ça, ce que j'aime bien préciser, et les médias ont une force inestimable. Et donc, je travaille beaucoup avec les médias, la radio, la télé, comme j'avais dit, et pour faire des jeux radiophoniques, des cadeaux et tout, et j'habillais les animateurs. Donc, ça donnait aussi un peu de résultats. Mais il fallait aller vers plus de gens. Il fallait toucher plus de monde. D'où, un jour, en discutant avec celui qui s'occupait de la com dans le temps, je dis, je vais prendre des panneaux, les sucettes dans la ville. Il m'a dit, c'est trop cher, je ne te conseille pas, ce n'est pas le moment. Je dis, je vais essayer. Moi, quelque chose me dit de le faire. Il dit, bon, en tout cas, si tu le fais, c'est à tes risques et périls, mais faisons-le. Et je suis allé même dire, je vais prendre 10 sucettes, ça fait 20 faces. Ouais. Et j'ai fait le tour, et j'ai sélectionné les panneaux, j'ai fait le tour. Donc, on a fait et on a affiché. C'est l'année où j'ai fait plus de chiffres que toutes les années. Donc, les panneaux ont une force terrible, je confirme. Donc, la stratégie a été changée 10 ans après. Ça veut dire 10 ans, on constate que... après, moi, j'ai fait l'analyse. C'est chaque 10 ans que ces stratégies, on les remet à nouveau, on fait d'autres choses. Donc, la première période forte, c'était il y a 10 ans, après l'ouverture de Lolo Andoche. Et la deuxième, 10 ans après encore, après l'ouverture de Lolo Andoche. Et c'était beaucoup plus marqué par des périodes où il y a eu de fortes communications, soit à la radio, à la télé, ou soit offline, sur les panneaux publicitaires. Alors, franchement, je retiens quand même que tu es assez pragmatique et orienté résultat. Parce que dans tout ce que j'entends, c'est... Mais à la fin, voici ce que ça donne. Exactement. C'est ce que je cherche. Même à la fin, voici ce que ça donne. À la fin, voici ce que ça donne. Et ça, je remarque que beaucoup de passionnés de mode l'ont très peu. Ils se limitent juste un peu plus, je sais pas, à une visibilité. Et puis, ça s'arrête là. On remarque des fois certains acteurs qui se battent. Malgré qu'ils ont assez de clientèle, ils se battent dans le quotidien. Ils ont vraiment des quotidiens assez terribles. Et je pense qu'ils devraient... que ce podcast-là, vient à point nommé. Et ces expériences-là que je partage également viennent à point nommé pour orienter ces jeunes ou peut-être même ces professionnels-là qui sont dans le secteur mais qui ne sont pas orientés résultats. Voilà, c'est ce que je pense. Et pour finir, je vais demander... quelle est la dernière phrase ou bien le conseil que tu peux donner à un jeune aujourd'hui qui vient de finir sa formation ou ce passionné-là qui veut juste créer son atelier de mode? En peut-être 5 points ou 3 points. Parce que c'est assez simple, mais c'est lourd. C'est lourd, c'est vrai. Il y a déjà l'audace d'entreprendre.
Parce que entreprendre, c'est de l'audace. Et il y a la persévérance. Parce que les résultats ne sont pas tout de suite. Les résultats viennent progressivement. Ce n'est pas du gaï. Même le gaiman, je crois qu'il travaille longtemps avant de toucher le bon. Avant de toucher le bon. Oui. Et donc, il y en a qui sont pressés et qui pensent que... Et quand ils sont pressés, tout de suite, quand on voit les tenues, quand on voit ce qu'ils font, on le sent. D'accord? C'est des tenues pas finies, c'est bâclé, ça ne donne pas de résultat, ça ne plaît pas. Et ils se plaignent du fait que ça n'a pas vendu. Ça n'a pas vendu. Alors, derrière ça, il y a la compétence. Et la compétence en continu. Parce qu'il faut se former de façon continue. Aujourd'hui, on est totalement à l'ère de digitalisation et où il faut également aller vers ça pour pouvoir faire beaucoup de choses, pour pouvoir déjà voir qu'est-ce que la tenue donne, qu'est-ce que l'étude donne, déjà de façon numérique, d'accord, une création où, comme je prends ta tenue par exemple, le col, est-ce que si je le mets là, ou si je le mets en avant, ou si je le mets à tel endroit, le pain tissé, si je le mets sur le pantalon, que ça va donner et tout. Et il y a ça qui vient après. Mais tout de suite, comme je dis, il y a l'audace, il y a la persévérance, la compétence et la discipline. La discipline. Et de tout ça est couronné, et comme je le dis toujours, la mode, non seulement elle est... Non seulement, la mode elle est spirituelle, elle est physique, elle est... parce qu'il faut beaucoup prier. Et la plupart des modèles que nous avons, c'est quelque chose qui te parle. C'est un sixième sens. Et à force de prier et de rester toujours connecté, tu captes toujours quelque chose de différent par rapport aux autres. Et il faut être en bonne santé. Donc, d'où le sport, l'énergie, il faut être toujours en bonne santé. Et maintenant, les restes dont on a parlé suivent. Si les deux choses sont déjà là, la compétence et autres suivent, et puis le résultat y est. D'accord. Franchement, merci. Et je retiens donc que pour créer un atelier, il est recommandé d'avoir des compétences, même si ce n'est pas pour coudre, d'aller sur la machine soi-même. Il est recommandé d'avoir des compétences techniques, ne serait-ce que le patronage, tout au moins, et la connaissance des textiles également. Et s'ensuit l'audace. L'audace d'entreprendre, l'audace de dire je veux apporter satisfaction à un besoin. Et après, la persévérance, parce que oui, vous avez l'audace, vous commencez, mais si dans le temps, ça se stoppe, si dans le temps, vous n'êtes pas constant, le message, ça ne passe pas, le résultat n'y sera pas. Donc l'audace, la persévérance et la compétence à actualiser à chaque moment, c'est-à-dire chaque année, tout au moins faire une formation de plus, faire une nouvelle formation, découvrir autre chose et s'aligner sur les réalités actuelles. Et pour finir, beaucoup prier parce que la prière nous préserve de beaucoup de choses. La prière, je ne sais pas, nous donne l'énergie spirituelle l'énergie spirituelle et physique dont on a besoin pour continuer. Ça a été un plaisir de rester en votre compagnie. Et c'est un réel plaisir pour moi. Quand j'ai commencé le secteur de la mode, vous m'inspirez beaucoup. En fait, quand je passe dans la ville, là, je vois Lolo Andoche. Je dis, le monsieur là, un jour, je vais le rencontrer. Un jour, je vais le rencontrer. Un jour, j'aurai l'occasion de discuter avec lui, de lui poser des questions sur ses réalisations, de lui poser des questions sur les périodes où il se sentait pas très à l'aise avec son choix. J'ai toujours rêvé de ça et je pense que avec ces 8 années d'expérience passée dans le secteur de la mode et tout
tous les objectifs que j'ai pu atteindre me donnent aujourd'hui la permission de t'avoir sur ce plateau et de discuter avec toi. Sincèrement, c'est un très grand plaisir. Et je ne sais pas s'il y a un dernier mot de fin avant de couper. Non, c'est un plaisir également, un plaisir partagé. Et comme je te l'avais dit au téléphone, j'aime bien tout ce que tu fais. Merci. Et j'aime bien la façon dont tu essaies de faire avancer davantage les choses. Parce que nous, on l'a fait pendant 30 ans. Et c'est vrai qu'il reste encore 30 ans. Hein. Oui, évidemment. On va me dire parce que plus Patéo que est ça. en train de faire près de 60 ans dans le métier aujourd'hui, mais il est toujours debout. Donc ça veut dire qu'il me reste encore un autre 30 ans à faire. Et ce 30 ans, ça va être de 30 ans de la partie digitale, numérique et tout ça du métier. Parce que c'est ce qu'on remarque actuellement. Oui. On va mettre en place. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Alors, je vous remercie d'avoir suivi avec attention mon atelier, l'atelier de Michel Rolland, dégainant Réussir la mode de demain. Ici, c'est pour vous inspirer, c'est pour vous donner des repères, pour vous permettre et pour vous aider à ne pas vous perdre lorsque vous décidez d'entreprendre dans le secteur de la mode. Restez connectés pour de très bels épisodes.